Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans On vous explique tout. Aujourd'hui une émission un petit peu compliquée qui va vous permettre d'aborder la question du carbone, de la production de semences, dans le choix des semences pour que les entreprises puissent réduire leur bilan carbone. Je suis allé me balader dans les rues du Salon de l'Agriculture pour poser une question toute simple, savoir si les entreprises agricoles, les agriculteurs émettent ou stockent du carbone. On va voir ce que les passants en ont pensé. Est-ce qu'à votre avis, l'agriculture, ça stocke ou ça émet du carbone? Très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Ça émet? Ça émet du carbone? Les deux. Je pense que ça en émet un peu. Ça émet du carbone. Moi, ça stocke plutôt. Il met du carbone un peu aussi, ouais, mais pas tant que ça. Ça émet du carbone, mais toute activité émet du carbone. Donc. Je pense que c'est un peu les deux. Voilà, mais heureusement qu'ils sont là parce qu'ils en déstockent beaucoup. Ça stocke. C'est une question de bon sens. C'est la photosynthèse, c'est les végétaux et voilà. Je vois pas trop ce que c'est stocker du carbone. Oh, ça stocke, non? Ça en émet. Alors là, vous en dire plus après. Ça stocke. Ça dépend de l'agriculture concernée. Je pense que peut-être que les animaux, ça émet du carbone et le fait justement que ce soit végétal, ça absorbe le carbone. On le voit, il y a plein d'idées, d'hypothèses, on dira ça comme ça. Et pour m'aider à répondre à cette question, j'accueille Baptiste Sonnen. Vous êtes chef agronomie, outils, innovation à RAGT Semences. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer avec vous. Mettons un petit peu l'église au milieu du village. Est-ce que l'agriculture, ça stocke ou ça émet du carbone? Un peu des deux, je crois qu'il y a un public averti au SIA parce que vraiment les deux, il y a des postes d'émission. L'agriculture comme tout secteur d'activité émet du carbone, notamment quand on consomme des énergies fossiles, quand on utilise des engrais azotés, etc. Mais l'agriculture, il y a vraiment un double enjeu, donc doit réduire ses émissions en tant que secteur qui émet, mais c'est aussi un puits potentiel de carbone, donc avec un enjeu très fort d'aller séquestrer du carbone, notamment dans les sols agricoles. Donc les deux, mon capitaine. Édouard Langriet, vous êtes directeur stratégie à AgroSolutions. Comment est-ce que la production de semences, mais un agriculteur qui serait spécialisé lui plutôt dans les cultures, peut stocker du carbone? Est-ce que déjà c'est possible? C'est tout à fait possible. Peut-être une précision, ce dont on parle quand on parle de stocker du carbone, on parle de bilan global à l'échelle de la ferme entre le total des émissions et le total du stockage. Et donc, ce qui compte pour un agriculteur qui veut stocker du carbone, c'est surtout d'accroître l'activité de stockage de carbone dans son sol sans accroître ses émissions, ou autant que possible en réduisant ses émissions. Et pour ça, l'agriculteur va avoir besoin de toute une série de solutions agronomiques pour lesquelles les semences sont essentielles. Il va avoir besoin avant tout de variétés qui sont faciles à cultiver, qui produisent un maximum de biomasse pour un minimum d'engrais azotés, on parle de l'efficience de l'azote, et qui vont restituer un maximum de carbone au sol sous forme de résidus de culture et d'exudats racinaires. Et donc la production semencière à travers l'innovation génétique peut accroître ses caractéristiques sur les variétés. Et en ça, c'est un levier formidable de solutions. Adel Lassaoudi, vous êtes dans une coopérative et l'objectif de cette coopérative, c'est d'avoir des agriculteurs qui sont bas carbone. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites au quotidien pour que les agriculteurs soient bas carbone? Voilà, nous en fait, l'Ascara, en fait, c'est une petite coopérative dans l'ordre du département de l'Aube. Nous, en fait, on est en relation avec nos clients. Du coup, nos clients réalisent des bilans carbone. Après, ils remarquent en fait que le scope 3 de leur bilan représente entre 70 jusqu'à 90% de leur bilan carbone. Et ce scope 3, en fait, il est lié à la chaîne d'approvisionnement. On va juste essayer de démystifier un petit peu. Ouais. Scope 3, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Vous pouvez nous expliquer en deux mots, qu'est-ce que c'est ce Scope 3? Scope 3, en fait, c'est les émissions liées à l'amont. C'est les émissions que l'entreprise ne peut pas contrôler.
Voilà. Du coup, nous, en tant que coopérative, on met en place des leviers, par exemple, remplaçant la fertilisation minérale ou fertilisation chimique là, par un apport organique sous forme de digestat. Nous, on a un méthaniseur qui alimente 12 000 foyers. Et parmi les sous-produits, en fait, on a le digestat liquide et digestat solide qu'on met en place chez nos adhérents là, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour stocker, bien sûr, du carbone. Là, je vais vous parler plutôt de comment est-ce qu'un agriculteur peut, avec d'autres solutions quand il est dans ses cultures, déjà j'ai appris que choisir bien ses variétés, c'était quelque chose qui permettait de stocker du carbone. Oui, bien sûr, le choix variétal est un levier extrêmement fort pour réduire son empreinte carbone, améliorer son bilan carbone. Parce qu'en fait, à travers la variété, on travaille, comme l'a dit tout à l'heure Edouard, l'efficience azotée. Donc choisir une variété plus efficiente permet de faire moins de rendement, de mettre moins d'azote à rendement équivalent. Et après, il y a tous les enjeux de restitution de carbone au sol pour aller chercher à stocker du carbone. Donc là, on va travailler sur tout ce qui est restitution via les résidus, via les racines. Il y a des projets de recherche, beaucoup de projets de recherche qui s'activent pour essayer de trouver des variétés, de créer des variétés qui permettent plus d'exudat racinaire. Donc c'est des molécules carbonées en fait qui sont émises au niveau des racines et qui contribuent au stockage. Quand vous dites résidus, c'est comme moi dans mon potager, par exemple ma culture de haricots. Une fois que j'ai récolté les haricots, au lieu de mettre le verre au compost, je le broie et je le laisse sur place. C'est à peu près ça dans l'agriculteur. C'est exactement pareil. Par exemple, sur un champ de blé, on récolte les grains pour en faire de la farine. Et tout le reste peut rester au champ. Donc les pailles, les chaumes, les racines. On va pas gâcher de la paille. Exactement. C'est pas gâché. Vous dites, c'est pas gâcher de la paille que d'en remettre une partie au sol. C'est préserver son capital naturel sol. Après, il y a un enjeu économique, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a aussi comme choix dans le choix des espèces, par exemple? J'ai une émission sur la prairie et dans la prairie, on disait qu'il était important de mettre des fabacées, des légumineuses dans son sol. Est-ce que là aussi, on peut agir avec le choix des espèces? Quelles espèces vous nous conseilleriez si on veut stocker un peu plus de carbone dans nos sols? Mais là encore, en fait, il y a les deux composantes qu'il faut intégrer. Donc, on est vraiment sur une ligne de crête où il faut réussir à tenir un équilibre entre réduire les émissions de gaz à effet de serre, principalement via une meilleure gestion de la fertilisation azotée, et aller stocker du carbone dans les sols. Donc, concernant la prairie, ça fonctionne de la même façon. Donc, en fait, on va chercher, et de plus en plus, il y a des prairies multi-espèces qui sont implantées, dont certaines espèces sont des légumineuses qui vont permettre de réduire la dépendance aux engrais azotés et donc réduire les émissions. Et en même temps, on va chercher à avoir des prairies qui restent productives pour aller restituer du carbone. Et donc, aller adapter sa prairie multi-espèces à ces enjeux-là, c'est possible. Et donc, typiquement, on a de plus en plus d'arrêts de pousse estivale, c'est-à-dire qu'il fait de plus en plus chaud et sec pendant l'été. Et la période pendant laquelle la prairie va arrêter de pousser commence de plus en plus tôt dans l'année. Et donc, on va chercher à adapter sa composition en allant chercher des graminées dans les situations avec de grosses arrêts de pousse estivale, avec des graminées qui sont capables de pousser plus rapidement au printemps, de mieux tolérer le stress. Donc par exemple aller switcher du raisin vers de la fétuque, de la dactyle, etc. Juste un mot pour rebondir sur ce que dit Baptiste, c'est important. On voit là que les solutions dont on parle en agriculture, ce sont à la fois des solutions pour ce qu'on appelle l'atténuation, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre et stocker du carbone, mais aussi des solutions pour l'adaptation au changement climatique, qui est un enjeu colossal. Et là encore, la production de semences est très très attendue pour fournir des solutions à l'agriculture. On voit derrière nous, il y a des images de tracteurs qui interviennent dans les champs. Est-ce qu'une plante qui serait moins malade, moins sensible, donc une plante plus résistante, je ne sais pas si, est-ce que le bilan du tracteur dans tout ça, c'est quelque chose d'important dans un bilan carbone d'une exploitation? Le tracteur pèse assez peu. Les émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion de gaz fossile dans les tracteurs sont prises en compte. C'est un poste, mais c'est globalement moins de 20% du bilan carbone total d'une ferme. Par contre, ce que vous venez de mentionner est extrêmement important. Une plante en bonne santé, une plante qui de manière générale réclame moins de soins pour plus de production de biomasse, est une plante qui est la meilleure solution pour le stockage de carbone, mais aussi pour l'adaptation au changement climatique. Donc encore une fois, oui, la génétique est extrêmement importante. Et puis aussi pour le porte-monnaie, si on a moins d'intrants à mettre, est-ce qu'une plante qui a moins besoin d'azote, moins besoin d'entrants, c'est aussi une plante qui est meilleure pour le porte-monnaie pour l'agriculteur? En fait,
En fait, moi je pense en fait il y a plusieurs leviers à prendre en compte. En fait, on a des clients, il y a la qualité, il y a le rendement, la qualité. Et après, moi je pense le grand levier qu'on peut jouer en fait, c'est la fertilisation. Là, la fertilisation dans un bilan carbone représente presque 90% d'un bilan. Moi, je parle des grandes cultures. Voilà, du coup, il faut jouer sur la fertilisation et bien sûr, pourquoi pas, s'il y a des leviers sur les variétés, nous, on cherche toujours des leviers qui permettent de réduire les bilans carbone, quoi. Et pour répondre aux objectifs de nos clients, quoi. Mais de point de vue général, pour reprendre votre question, le bas carbone, c'est pas toujours. Ça peut être synonyme aussi d'économie pour l'agriculteur. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Il y a une formidable étude de l'INRA qui date de 2013 où ils montrent en fait, ils ont quantifié les économies, la réduction des émissions possibles sur le secteur agricole. Et en gros, il y en a un tiers qui est à coût négatif. Donc, c'est-à-dire que l'agriculteur, c'est des leviers d'efficience. Donc, l'agriculteur est plus efficient dans l'utilisation de ses intrants. Et donc, ils sont à coût négatif, c'est-à-dire que ces leviers font même gagner de l'argent à l'agriculteur. Après, il y en a un tiers qui est sur un coût acceptable. Et après, il y en a un tiers. Donc, un coût acceptable, c'est quoi? C'est en dessous de la valeur du marché des crédits carbone aujourd'hui. Et après, il y en a un tiers qui est aujourd'hui à un coût, par contre, qui est beaucoup trop important pour être mis en œuvre. On peut parler de ces deux premiers tiers qui sont acceptables et négatifs. Quelles sont ces pratiques? Et on n'a encore pas du tout parlé, je crois, de couvert végétal dans cette émission. Et je crois savoir que le couvert végétal, c'est aussi une source de stockage de carbone. Oui, bien sûr, et ça fait partie de ces leviers qui sont intéressants et économiquement faciles à mettre en œuvre pour un agriculteur. Et notamment parce qu'ils jouent sur les deux facettes dont je parlais tout à l'heure, hein, donc le stockage de carbone dans les sols et la réduction des émissions. Donc si on choisit bien son couvert, qu'il est conçu pour être productif dans le contexte de production dans lequel il est installé, il va permettre à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre parce que intégrant des légumineuses qui restituent de l'azote à la culture suivante, et en même temps de produire de la biomasse qui est entièrement restituée dans le cadre d'un couvert d'interculture au sol, et donc qui contribue au stockage de carbone dans les sols. Il reste assez peu de temps, mais maintenant dans la production de semences, on va rentrer un petit peu dans le sujet parce que en préparant cette émission, vous m'avez dit que la production de semences, c'était comme une culture, on va dire, à peu près classique, et donc elle n'est pas plus ou moins émettrice qu'une autre culture. Est-ce que là aussi, il y a des bonnes pratiques qu'on pourrait adopter? Oui, et j'ai envie de dire c'est les mêmes. Intégrer des intercultures pour aller stocker du carbone, restituer de l'azote. Donc c'est à peu près les mêmes leviers qui sont mobilisables en production de semences que en production classique. Et donc oui, on doit aussi nous faire le travail à notre niveau en tant que semencier. Et on a initié ce travail. Comme toute entreprise, on va participer à l'effort collectif, aller regarder notre propre bilan, l'améliorer. Alors sur notre scope 1 et 2, pour reprendre ce que disait Adèle tout à l'heure, donc le scope 1 et 2, c'est les émissions directes qu'on maîtrise. Donc pour nous, c'est plutôt la fabrication des semences en usine, notre activité de R&D, etc., etc. Et après, il y a tout ce qui se passe sur le scope 3, donc les émissions indirectes liées à notre activité. Donc, il y a le scope 3 amont. Donc c'est nos agriculteurs multiplicateurs de semences qui eux aussi peuvent mobiliser les leviers qu'on a cités tout à l'heure. Et notre scope 3 aval, donc là qui est les agriculteurs qui utilisent nos semences. Et peut-être mentionner également les enjeux de séchage de semences et de stockage pour les cas où les agriculteurs utilisent des énergies fossiles pour réaliser ces actions qui sont aussi un levier. Donc, est-ce que maintenant, une fois qu'on a créé nos variétés, est-ce que le stockage du carbone est un facteur de recherche aussi? Parce qu'on a tellement de scopes, de prismes pour rechercher une plante résistante, une plante ceci, une plante cela, qui va s'adapter au dérèglement climatique. Mais est-ce que le stockage du carbone est aussi un levier de recherche, un endroit où c'est qu'il y a de la recherche?
Alors oui, et depuis longtemps, parce qu'en fait, la restitution de carbone au sol et donc le stockage est proportionnel à la productivité. Et on sélectionne depuis toujours sur du rendement. Et quand on sélectionne sur du rendement, eh bien, on sélectionne aussi sur du carbone restitué. Et donc oui, c'est un critère qui est pris en considération depuis longtemps. Et de plus en plus, aujourd'hui, on va jusqu'à aller au-delà de la productivité. Regardez ce dont on parlait tout à l'heure, les exudats racinaires, l'indice de récolte, enfin voilà, aller faire du stockage additionnel pour aller décorréler ce rendement et la restitution. Moi, je rajoute à cela, en fait, il faut prendre en compte le contexte du sol. Parce que nous, en fait, on a fait une étude où on a comparé 33 exploitations par rapport au stockage du carbone. Et on a vu qu'il y a certaines exploitations qui étaient dans une dynamique de déstockage. Donc, il faut prendre en fait le contexte du sol et les activités, l'historique de l'exploitation en termes de stockage, quoi. Gardez le micro, je voulais juste vous poser une dernière question, le temps file vraiment, mais est-ce que les agriculteurs, quand eux viennent choisir des semences, c'est un critère que le stockage du carbone, qu'eux ont en tête et prennent en considération? Alors, en première réponse, ils répondront sur est-ce que c'est un critère, mais il y a d'autres critères que de la recherche doit prendre en compte, c'est tous les enjeux liés aux nouvelles pratiques culturelles, les cultures en association, la manière dont les cultures vont se succéder dans des rotations qui vont évoluer, où là aussi on attend des nouvelles propositions par la recherche. Pour le reste, je laisse mes collègues répondre. Voilà, ça peut être un levier. Il est juste à noter que dans la démarche label bas carbone en France, on considère par exemple une orge ou un blé comme une culture. Du coup, on ne rentre pas dans la variété. Du coup, ça sera peut-être dans les prochaines mises à jour là, de la méthodologie du label bas carbone où on rentre, où les variétés peuvent être un grand levier à mettre en place. Voilà, je crois qu'on a fait gentiment le tour de la question. On a même dépassé le temps qui nous était imparti. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle émission. Et moi, je vous retrouve pour la cuisine du village. Au revoir.